Avec nous, André Berkoff. Bonjour, André Berkoff. Bonjour, Cécile. Comment ça va ? On va remonter votre siège, mon cher André, parce que vous me semblez tout petit là aujourd'hui. Alors que vous êtes on dirait l'un qu'il a des pas mangé grands de ce monde. Vous êtes l'un des grands de ce monde. D'ailleurs, je reviens de Biarritz. Et c'est ça, c'est notre G7 à nous, à lui tout seul. Ouais. Avec nous, Michel Taube, qui est fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Et Thierry Garrier, qui est avec nous aussi. Bonjour. On va balayer dans ce petit déjeuner des éditorialistes l'actualité ce matin. Oui, absolument. Et on va commencer, on va revenir sans doute sur le G7, et puis vous me direz de quoi vous avez envie précisément de parler, ce qui vous a choqué, interpellé, donc évidemment tout au long de ce débat. Et on va commencer en allant au standard, hein, Cécile, avec Claudie. Avec Claudie, oui, exactement. Bonjour Claudie. Bonjour Claudie. Bonjour, je vous écoute depuis ce matin et je suis un peu en colère parce que, voilà, moi j'ai 800 € par mois, vous voyez, je travaille depuis l'âge de 15 ans, même la société BVA me déclarait même pas, c'est pour vous dire, et là j'entends, et puis en plus... les récriminations de ces commerçants qui vont maintenant faire bénéfice parce qu'il y a le troisième âge qui vont arriver maintenant. À la grande motte, là, oui, c'est ça. Ouais. Ah, exactement. Moi, je trouve ça un peu... ça fait mal pour nous les petits comme moi. Et donc, je voulais aussi dire de parler de Madame Macron, alors que ça fait partie des réseaux sociaux et que vous en parliez à votre radio, je trouve que c'est un peu dommage aussi. Et voilà. On en parle. Hein. Claudie, on en parle pour ensuite aussi que l'on puisse réagir, quoi. Parce que si on n'en parle pas, on parle de beaucoup d'autres sujets, mais on parle aussi de ça. Et ça donne aussi l'occasion de réagir, hein, Claudie. Hein. Absolument, mais ça je le comprends bien, je le comprends. Oui. C'est pour ça. Alors moi je réagis, voilà. Cette personne, elle est ce qu'elle est, voilà, c'est tout. Mais pourquoi l'atteindre comme ça tout le temps Est-ce que c'est la différence d'âge avec son mari ? Est-ce que c'est quoi là au juste ? Vous parlez des critiques physiques. Des critiques physiques là, c'est ça en fait, hein ? Brigitte Macron, oui. Oui. Non, mais ça, c'est vrai que c'était un peu quand même choquant. Alors, ça, c'est venu du côté brésilien. Après qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Brigitte Macron, avec la politique d'Emmanuel Macron, c'est vrai que c'est un peu choquant. Restez avec nous, Claudie. On va voir aussi ce qu'en pense Michel Taube, André Berkoff et Thierry Garrier. Moi, ça me touche d'autant plus que je porte une cravate toujours orange. C'est contre les violences faites aux femmes. J'ai une rubrique dans mon journal qui s'appelle « Sois belle et ouvre-la ». Donc moi, je suis un féministe pour une relation entre les hommes et les femmes comme elle a aussi toujours été, de respect mutuel, de séduction mutuelle, etc. Quel que soit l'âge, et toutes les femmes sont belles. Brigitte Macron est belle. La dernière télégraphiste qui a envoyé un télégraphe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dont j'ai fait un portrait, elle était très belle et très âgée. Voilà, toutes les femmes sont belles. S'attaquer au physique des femmes, aux différences d'âge, effectivement, c'est petit. Ils ont d'autres arguments à faire valoir pour s'opposer, et on va certainement en parler. Donc voilà, effectivement, André Berkoff, Thierry Garrier. Écoutez, moi je crois que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Mais qui a lieu quand même, sur les réseaux. Ce que je veux dire, il n'a pas lieu d'être, mais dans la société du spectacle dans laquelle on vit depuis 40 ans, enfin c'est pas nouveau. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On met Mélania Trump et on met Brigitte Macron, et les mauvaises langues comparent, etc. C'est-à-dire... On n'empêchera jamais que l'histoire du look joue un rôle important. Ça, c'est pas faux. Non, mais ça, c'est pas faux. C'est valable pour les hommes aussi. C'est clair que Emmanuel Macron participe, dans sa politique médiatique, dans sa mise en scène de l'actualité. Il joue là-dessus également. Et pour le rayonnement de la France, ça aide aussi. Mais évidemment, ça ne suffit pas à faire. Non, mais je crois qu'il ne faut pas non plus trop gonfler ça. C'est vrai que ça existe. C'est vrai que ça fait les trucs des journaux People et compagnie. Que ça fait... Mais très sincèrement, je crois qu'il faut vraiment arrêter, parce que trop souvent, on prend la place à ça par rapport au fond, et par rapport à ce qui se passe économiquement, socialement et autres. Mais c'est vrai, c'est ce que dit aussi un peu Claudie, hein, quand même. C'est pour ça qu'elle est en colère. On va continuer de discuter, en fait, avec elle et avec les autres auditeurs. Hein. Et Thierry. Je pense qu'André Berkoff a raison. Tout ça n'est pas très intéressant. Ça n'honore pas ce sous-ministre brésilien. Par ailleurs, Brigitte Macron
quoi qu'on en dise, quel que soit l'aspect physique, a la classe française, une grande élégance, que ce soit Arnaud ou d'autres, elle porte assez bien l'élégance française face à Mélanie Trotpois d'autres. Bah oui, très bien, et c'est formidable. Ouais. Claudie, c'est secondaire. André Berkoff, Michel Taube et Thierry Guerrier vous rejoignent sur les critiques. Non, mais je ne voulais pas parler qu'uniquement de Brigitte Macron, je voulais aussi parler de cet incendie qui ravage cette forêt. Je voulais aussi parler de tout ce qui se passe là. C'est vraiment. Mais comme je sais que mon temps de parole est terminé maintenant. Non, on a du temps sur Sud Radio. On essaie de parler ensemble. Donc, allez-y sur la forêt amazonienne, par exemple. Ah ben là, je trouve ça. Comment dirais-je, c'est insupportable. Parce qu'on met du temps, on va envoyer des avions, mais on prend du temps et pendant ce temps-là, la forêt brûle. On ne prend pas tout de suite ce qu'il faut faire pour arrêter ce feu qui est voulu de toute façon, ça c'est certain. Et donc, pourquoi on attend, pourquoi on n'envoie pas les avions tout de suite, de toutes parts, et puis arrêter le feu, c'est tout. C'est pas la peine de discuter pendant des jours et des jours pendant que la forêt brûle. Ouais. André Berkoff. Oui, alors là, moi, je crois que ça vaut le coup de se poser. C'est un sujet un peu complexe, cette forêt amazonienne. Tout à fait. Non, mais je veux dire, là, c'est tout à fait l'exemple, il faut dire, du 2 poids 2 mesures. Hallucinant. Et ça, on parle de la forêt amazonienne, mais c'est valable pour le reste. Parlons de la forêt amazonienne. Il y a eu à la RTBF belge un comparatif entre ce qui brûle en Amazonie et ce qui brûle en Afrique. Ce qui brûle en Afrique, c'est 400 fois ce qui brûle en Amazonie, ou 40 fois ce qui brûle, pardon. C'est le drame de l'Afrique. C'est le drame de l'Afrique. Et ce qui me frappe... Ce n'est pas le seul. Hein. Oui, non, mais absolument. Et puis deuxièmement, l'Amazonie, c'est amusant, on parle de Bolsonaro. Pas défendre Bolsonaro, c'est pas ma tasse de thé. Mais il y a le Venezuela, il y a la Colombie, il y a tout le reste. C'est-à-dire que les feux de forêt existaient très très fortement également avant, mais comme c'était des feux de forêt de gauche, c'est des forêts progressistes parce qu'on était sous Lula et on était Dilma Rousseff, alors c'est des feux, on n'en parle pas. En revanche, là, quand l'incendie devient fasciste, avec Bolsonaro, attention, car vous le savez, il y a les incendies de forêt fascistes et il y a des feux de forêt progressistes. Michel, écoutez, moi, si je m'attendais à un coup de théâtre pendant le G7 de Biarritz, ça aurait été justement que Bolsonaro débarque à l'invitation d'Emmanuel Macron pour venir justement trouver ensemble les solutions pour pouvoir reforester l'Amazonie ou en tous les cas freiner les incendies. Et manque de bol, quelle surprise on a eu le ministre des Affaires étrangères iranien. Ceci pour dire que c'est un sujet aussi important sur le nucléaire iranien. Non, mais ceci pour dire que Michel Taube est en train de finalement de célébrer l'activité diplomatique d'Emmanuel Macron. Justement, non. Je pense qu'il commencé à s'attaquer à l'Iran. Moi, je suis un macronien critique. Je pense qu'Emmanuel Macron rehausse le rang de la France dans le monde. Il fait des choses très utiles. Mais franchement, sur le G7, il y a une chose que j'ai pas compris. Il s'attaque dans un tweet. Il a fait du Trump quand il fallait pas en faire. Il s'attaque dans un tweet au président brésilien, qui est le seul qui est souverain à 90% sur la question de l'Amazonie, parce qu'il y a 8 ou 9 pays, dont la Guyane, dont la France. On est un pays amazonien, mais enfin, ça représente 1%, même pas 1% de l'Amazonie. Donc le seul pays qui a le pouvoir effectif de freiner les incendies, c'est Bolsonaro, et on s'en prend à lui. Donc effectivement, j'ai trouvé que en matière de multilatéral, Macron qui se fait en champion du multilatéral, il a exactement fait de la contestation là où il fallait pas en faire. Michel Taube, vous noterez quand même que ça a en partie, je ne pense pas que ce soit tout à fait l'action du président français qui l'ait déclenché exclusivement, mais ça a en partie poussé Bolsonaro à déclencher plus vite son plan de défense avec la montée en puissance de l'armée, ce qu'il ne voulait pas faire jusque-là. Et ça l'a mis dans une situation difficile de ce point de vue. D'après vos confrères et nos confrères de TF1, c'est 2 avions qui sont en train d'arroser de l'eau sur la forêt amazonienne. Donc tout ça, c'est de la communication. Mais franchement, sur l'Amazonie, ça nous concerne tous. Mais le seul moyen de traiter le problème, c'est de se mettre autour d'une table avec Bolsonaro, qui qu'il soit, quelles que soient ses idées, peu importe, et de trouver ensemble les solutions. Et c'est pas ce qu'on va faire ces jours-ci. André Berkoff. Oui, je ne sais pas si on peut déboucher sur l'Iran. On va en parler juste après le journal de 9h. Dans un instant. Là-dessus, moi je crois que je suis assez d'accord avec Michel Taube. C'est vrai que il aurait peut-être mieux fait avant, peut-être, de dire à Bolsonaro, écoutez, nous on n'est pas, parce que c'est pas en insultant quelqu'un ou en tout cas en polémiquant avec quelqu'un qu'on avance.
Ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, moi je suis très très frappé, quand j'ai dit ça, je suis très 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 frappé de voir que vraiment, en fonction du régime, et je reviens à ça, c'est très important, en fonction du régime, les incendies de forêt, selon que vous soyez puissant ou misérable, selon que vous soyez de gauche ou de droite. Or, un incendie de forêt, c'est un incendie de forêt, une pollution, c'est une pollution, un tsunami, c'est un tsunami, il n'y a pas de tsunami de gauche et de droite. Alors, il faut arrêter ces imbécilités. Alors, c'est vrai qu'il y a eu davantage d'hectares qui ont brûlé il y a quelques années. Bon, il y avait eu une petite réduction. Et c'est vrai que avec l'accord du Mercosur, le libre-échange et la politique expansionniste aussi du Brésil. En l'occurrence, c'est pas l'accord du Mercosur. C'est la politique de Bolsonaro lui-même. Oui, Bolsonaro, mais c'est en même temps pressé par évidemment l'agriculture dans son pays, le développement, la production de soja que l'on consomme effectivement. Et puis les accords qu'il est en train de préparer avec Trump pour pouvoir construire des autoroutes dans l'ensemble de l'Amazonie. Donc moi je suis pas d'accord avec Bolsonaro, mais ce qui est certain, c'est qu'il est souverain sur son territoire et que encore une fois, il est incontournable pour gérer le problème. Je vais vous dire une chose, on parle de déforestation. Le Canada, déforestation énorme avec Total. Personne n'en parle. On en parle sur Sud Radio avec vous, André Berkoff, Thierry Guerrier, Michel Taube du site d'information Opinion Internationale, et puis les auditeurs. Claudie qui est avec nous, on la remercie au passage. Et puis vous pouvez continuer d'appeler 0826 300 300. On se retrouve dans 3-4 minutes, juste après le journal de 9h, et on continue de dialoguer ensemble. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Il est 9h07, merci d'être avec nous, c'est le Grand Matin jusqu'à 10h et on continue avec nos éditorialistes du matin, justement, à voir un petit peu l'actualité. On va parler de l'Iran. Oui, absolument, on va parler de l'Iran et qui s'est invité au sommet du G7 hier. Mais tout à l'heure, Cécile, quand on évoquait cette histoire de d'hypermarché à Angers hier qui a choqué, c'est-à-dire qui est ouvert le dimanche après-midi sans salariés, on en débattra tout à l'heure à 9h30 et nous attendons vos réactions. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez dans 20 minutes maintenant avec les spécialistes. Michel Taube, André Berkoff et Thierry Guerrier, ça vous fait réagir? Moi, ça me fait réagir parce que je trouve ça... Pourquoi ils ont ouvert un magasin sans caissière? À cause de la législation française, qui est hyper complexe, qui est hyper dissuasive. Moi, j'ai qu'un souci. Il y a 5 millions de chômeurs en France. Donc moi, je suis partisan qu'on ouvre tous les commerces qui sont volontaires 24 heures sur 24, qu'on double, qu'on triple le salaire des caissières et des caissiers, parce qu'il n'y a pas que des femmes, et on gagnera sur tous les tableaux, parce que tous les commerces seront disponibles, il y aura moins de chômage en France, et il y aura moins de machines pour typer en caisse. Donc voilà ce que moi je propose, et malheureusement, dans notre pays, c'est bloqué, on ne peut pas le faire, et Emmanuel Macron, qui avait proposé la révolution, il n'a pas osé faire cette révolution. Thierry Guerrier. C'est vrai qu'il faut introduire de la souplesse, mais moi je pense que le vrai souci, c'est moins la présence de ces automates, parce qu'il restera toujours des gens pour mettre en rayon, et même des caissiers humains. Le vrai sujet, c'est l'ouverture le dimanche. Le vrai sujet, c'est la distorsion... Dimanche après-midi. La distorsion de concurrence que ça introduit avec les commerçants des centres-villes. Les maires, aujourd'hui, les élus de terrain, qui font vraiment un travail considérable pour essayer de redynamiser leur centre-ville, sont concurrencés d'une façon extrêmement violente par ces hyper, qui ont évidemment plus de facilité, et qui contournent, comme vient de le souligner Michel Taube, les réglementations, et notamment les réglementations sociales. Ça tue les centres-villes. Et c'est une des raisons du mouvement des Gilets jaunes aussi, cet aspect, cette désertification et donc moi, je pense que le sujet, il est là, surtout. Il n'est pas dans les automates qui sont un peu inexorables parce que c'est une forme de modernité, quoi qu'on dise. Et il y aura toujours des caissiers humains, il y aura toujours des services à rendre. Les gens feront un autre métier et peut-être se feront même mal au bras plutôt que d'être caissiers. Qu'il faille les payer mieux, ça c'est évident. Juste un mot. Je crois que malheureusement, nos discussions risquent d'être totalement dépassées par des gens comme Amazon et compagnie. C'est ça. C'est ça le problème. C'est qu'à partir du moment où le plus... Oui, mais là, il faut se lutter contre... Non, mais je veux dire... Le taille GAFA a du sens. Il est là le problème. Il est là. Je veux dire, on peut se discuter comme on veut, se pignoler comme on veut. Le problème, c'est que Amazon va prendre de plus en plus de parts de marché. Enfin, Amazon et tous les autres. Et les gens surtout Amazon. Et surtout Amazon. Pas beaucoup d'autres, quand même. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, que les gens vont dire, mais attends, moi, je me fournis à domicile, etc. Je vous parle d'un truc. Les concierges aujourd'hui, tu peux leur en parler, elles n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce que c'est elles qui reçoivent les paquets. Quand on reçoit les paquets dans les immeubles, je t'assure, moi j'ai eu trois concierges à qui je parlais dans l'immeuble Voyant du Moins, ils n'en peuvent plus. Et c'est pas seulement ça. Et juste un mot. Moi, on en a marre. Michel Taube parlait des 6 millions de chômeurs et combien il y en a, et il a raison. Le problème, c'est que quand on arrive à l'aéroport, etc., aujourd'hui,
les bagages, c'est toi qui dois tout faire. Il y a plus personne au guichet. Toi qui vas faire. Il y a 6 millions de chômeurs. Et il n'y a pas de ville-métier. Et il n'y a pas de ville-métier. Tous ces métiers, on en a besoin. Il y a plein de gens qui sont prêts à les assurer, sauf qu'il y a des législations, il y a des corporatismes qui empêchent d'y accéder. Et encore une fois, moi, je suis désolé, même par rapport au centre-ville, en tous les cas, dans les grandes métropoles. Enfin, Paris, par exemple, devient un grand village. Il y a certaines heures du week-end et la nuit, j'en parle même pas, on ne trouve plus de commerce ouvert. Ça n'est pas normal. Ça c'est un autre débat sur la façon dont... Oui, mais quand je disais, vous ouvrez tous les commerces 24 heures sur 24, c'était un peu de façon provocante, mais ça permettrait, encore une fois, de revitaliser beaucoup de donner du travail. Et donner du travail. C'est quand même ça la priorité. Oui, non, mais juste d'un mot pour Amazon sur ce que vous disiez, André. Vous avez raison, parce que Amazon, maintenant, dans certaines villes, pas partout encore sur tout le territoire, mais ça viendra, peut vous livrer. Vous commandez vous commandez à 14h, à 17 un dimanche après-midi. Qu'est-ce que je vais aller chez le commerçant? Qu'est-ce que je vais aller chez l'épicier? Amazon me fournit. Et vous avez vu sans doute ce magasin qui existe aux États-Unis, qui a déjà été lancé par Amazon, où vous rentrez avec votre code barre au début du magasin, et ensuite vous n'avez plus rien à payer en fait à la sortie, puisque tout est déjà répertorié et enregistré. Ils testent des drones de livraison pour le dernier kilomètre. Et tu auras le contact visuel. Et bientôt c'est Zapata qui donnera la solution à Amazon. C'est un sujet passionnant. Et le vrai scandale, c'est qu'Amazon ne paye pas d'impôts sur le chiffre d'affaires qu'il réalise dans tous les pays où il est, en particulier en France. Et la tentative du ministre de l'économie et des finances d'imposer cette taxe GAFA, c'est pas par hasard si Donald Trump n'est pas content, a du sens considérablement. Il faut que cette part de la richesse que nous leur donnons fournissent les services publics. On en reparlera tout à l'heure à 9h30. Vous pouvez réagir. Ça nous amène au sommet du G7. Cécile. Non, je voulais juste dire qu'il y a des commerçants qui sont très contents. Ils le disent sur les réseaux sociaux aussi, que les points relais sont contents et les commerçants sont contents aussi d'être un point relais, parce que c'est un peu d'argent qui rentre dans la Fnac, pas pour Amazon. Un peu. Bon, en tout cas, ça nous amène le petit marchand de journaux de quartier. Sur le dossier du numérique, ça nous amène directement au sommet du G7 qui se poursuit donc encore aujourd'hui à Biarritz. Il y a eu l'Iran, on l'a pas évoqué. L'Iran avec cet invité surprise, Michel Taube du site Fondation Internationale. Donc le ministre iranien invité, alors qu'il fait pas partie du G7. Moi, je trouve poker d'Emmanuel Macron. Un vrai coup de poker. Moi, je pense que c'est très bien. C'est le rôle de la France de discuter avec tout le monde, d'être une puissance médiatrice, d'essayer de rapprocher les points de vue. Tout ça, c'est très bien. Et c'est dans le rôle de la France, encore une fois, d'essayer de discuter autant avec nos amis partenaires américains qu'avec les Iraniens. Donc surtout quand on est au bord de la guerre. Là-dessus, je suis d'accord. En revanche, que dans le cadre du G7, qui est certes un club informel, qui certes a été élargi à 25 pays, parce qu'en fait c'était pas un G7, on l'a vu sur la photo de famille hier soir, qui d'ailleurs était très belle, j'ai trouvé, ils étaient 25, c'était pas 7, ils étaient 25. Mais quand même, c'est quand même le club élargi des puissances libérales attachées au développement du commerce libéral, et le fait d'avoir le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, qui est quand même une théocratie et un régime qui n'a absolument rien à voir avec ce club des démocraties libérales. Moi, je trouve, moi, honnêtement, ça m'a choqué. Et en plus, moi, j'attends, et je l'ai trouvé extrêmement poli jusqu'à présent, extrêmement galant même, j'ai envie de dire. Mais j'attends la réaction de Donald Trump. Parce que pour le moment, il est discret, voire presque silencieux. On verra la conférence de presse. On verra la conférence de presse et on verra les tweets lorsqu'il va reprendre l'avion. Je pense que ça risque d'être fort de café. Michel Taube, ne mettons pas au défi Donald Trump d'être un peu plus goujat ou violent qu'il ne l'est d'habitude. Je trouve que vous êtes totalement dans la contradiction. Vous dites c'est le rôle de la France d'être un médiateur, et puis vous nous dites derrière, ah ben non, mais ce cénacle formidable des démocraties libérales, il faudrait qu'il reste... Non, laissez-moi finir, qu'il reste dans sa sensibilité. Eh bien non. De la même façon qu'Emmanuel Macron a eu la bonne idée, en tant que président de ce sommet, cette fois-ci la France, d'inviter des pays africains par exemple, et de souligner que la critique selon laquelle ce G7 doit s'élargir parce que ça n'a plus de sens que quelques occidentaux un peu puissants parlent entre eux alors qu'il s'agit de discuter des vrais sujets, eh bien de la même façon, après tout on ne parle qu'avec ses ennemis si on veut éviter la guerre, on ne parle qu'avec ceux avec qui on n'est pas d'accord, pas que, mais on parle
beaucoup avec cela d'abord, puisque c'est avec cela qu'on risque l'affrontement. L'Iran, il était essentiel qu'on puisse renouer une discussion au moment où un de ces bateaux est arraisonné, au moment où ces drones s'affrontent et où on risque, on le sait bien, tous les jours, un incident grave autour de l'Iran lui-même, avec les forces navales engagées de tout. Et l'Union européenne, de ce point de vue-là, grâce à Emmanuel Macron, a eu là, pour une fois, une position un peu de leadership, et il a fait une tentative. Peut-être qu'il sera démenti cet après-midi, mais cette tentative est légitime. Non mais le problème, c'est vraiment le problème d'Emmanuel Macron, que vient de souligner Thierry Guerrier. C'est qu'à la fois, on se dit, après tout, effectivement, je suis d'accord, pourquoi pas, il faut discuter avec tout le monde, y compris avec ses ennemis, et d'ailleurs, Donald Trump, c'est ce qu'il veut faire. Hein. Un jour, il va parler avec Rouhani. Mais bien sûr. C'est évident. Et d'ailleurs, il a annoncé. Mais le problème, il est pas là. Le problème, c'est un problème de com. C'est-à-dire que dans ce cas-là, alors, c'est facile, évidemment, à commenter, nous, à froid, ici, assis. Mais quand même, où il avait la certitude, ou du moins la probabilité, de dire à Donald, écoute, moi j'invite Zarif, c'est pas toi t'es pas un truc, je l'invite, tu viens, et vous discutez ensemble, etc. Et je me demande si Donald Trump ne l'aurait pas fait. C'est-à-dire que... Mais peut-être qu'il a tenté, c'est tellement facile pour nous. Je pense pas, parce que c'est un coup de... Non, je veux dire, même Angela Merkel, et on l'a dit, là, etc., Angela Merkel a été prévenue 2 heures avant l'arrivée de Rouhani, de Zarif. Donc, c'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est toujours pareil avec Emmanuel Macron. C'est l'ambiguïté. Non, mais l'ambiguïté entre la communication et l'acte politique. Il faudrait vraiment qu'il sépare, pour une fois, les deux. Et André, vous savez très bien, Michel et André, que tout ça exige une telle subtilité dans les relations entre des pays que parfois il faut être dans l'ambiguïté, voire dans la duplicité. Honnêtement, moi j'ai trouvé... Ne soyons pas naïfs. J'ai trouvé très intéressant que Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine 5 jours avant le G7. Parce que la Russie en a été exclue à cause de l'Ukraine et de la Crimée. On est dans la même veine. On est dans la même veine. C'est très bien. J'ai trouvé très bien qu'il invite le Premier ministre indien. Parce que c'est la plus grande démocratie dans le monde. On peut dire ce qu'on veut de Modi, il a été élu démocratiquement. Mais que franchement, dans ce cénacle qui déjà n'a pas beaucoup de sens, le G7, on sait très bien que le G7 est mort virtuellement. Sans la Chine, sans l'Inde, sans la Russie, etc. Et pour cause, parce que c'est le seul point commun qui restait sur le G7, c'est d'être grosso modo des puissances libérales. Je dis pas occidentales, il y a le Japon dans le cercle. Puissance libérale. Et je trouve que symboliquement, c'est faire trop d'honneur au régime iranien. Et je ne parle même pas du ministre des Affaires étrangères iranien qui, comme le président Rouhani, sont plutôt ouverts en Iran. Mais quand même, il y a le guide suprême de la révolution au-dessus, qui est un théocrate, etc. Et moi, je trouvais que symboliquement... Il est resté 2 heures. Non, mais symboliquement, moi, ça me gêne. Et je trouve que les principes, c'est important aussi. Et qu'il l'a rencontré vendredi, ça suffisait de le rencontrer vendredi dernier. Donald Trump n'a pas réagi. Non, il a dit, il a fait un no comment. Et il a dit, en revanche, non, parce qu'il y a eu ça quand même. Vous oubliez. L'AFP a envoyé un truc. Emmanuel Macron est mandaté par le G7, il y a eu ça au départ, pour parler et négocier avec l'Iran. Bon, tout de suite, on a dit, attends, il n'y a aucun mandat du G7. Et Macron a corrigé lui-même. Il l'a dit. Oui, absolument. Il n'y a pas de mandat, etc. Mais ça, c'est toujours les équipes de com de l'Élysée. Il y a eu l'équipe de Quai d'Orsay qui font du zèle. Il y a eu quand même, il dit, oui, non, il y a un mandat. C'est-à-dire, je reviens à ça, et c'est tout le problème d'Emmanuel Macron. Lui, son rêve, c'était ça, quand il a invité Zarif. C'était de se dire, moi, Macron, je vais être mandaté par le G7 pour parler aux Iraniens. C'était pas le cas. L'autre, Trump n'a pas fait de commentaires. Il a dit, bon, écoutez, il n'a pas question, etc. Diplomatie et médiatique ça ne marche ne font pas bon ménage. Absolument. Et on ne peut pas communiquer là-dessus. Et je crains les retombées qu'il va y avoir derrière. Non, mais vous êtes là, nous sommes d'accord tous les trois. Il y a le côté à la fois très brillant du personnage Macron, mais l'hubris aussi, et qui lui fait souvent faire des faux pas. Un mot aussi sur l'une des images de ce week-end à Biarritz. C'est pas fini, puisque évidemment ça se poursuit jusqu'à ce soir. Boris Johnson et Donald Trump. Tous les deux, quand on les a vus côte à côte. Et c'est assez incroyable, finalement, Boris Johnson défend un peu l'Europe. Mais attendez, il y a eu une chose très importante. Au nom du multilatéralisme, il n'y a eu que des accords bilatéraux. Donald Trump et le Japon
en disant vous allez voir, on a fait des accords extrêmement importants, etc. Et deuxièmement, Donald Trump qui dit alors à tout le monde, il dit allez-y pour le Brexit, Boris, on va faire des accords entre l'Amérique et l'Angleterre comme vous n'en avez jamais eu. C'est-à-dire qu'il le pousse à mort en disant vas-y, t'inquiète pas, tu t'en fous de l'Europe, vas-y. C'est le G7 de Biarritz, c'est le bilatéralisme. Non, c'est le triomphe du multibilatéralisme, comme je l'ai appelé dans un édito. Et je me suis permis de commettre une fake stories dans laquelle j'imaginais, ce qui pour le moment ne s'est pas produit, quoique il s'y prépare, Donald Trump et Boris Johnson qui annonceraient à Biarritz que définitivement la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne et que le lendemain matin, il y a un accord de libre-échange historique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ils s'y préparent, j'en suis absolument convaincu, et que derrière la photo de famille, Boris Johnson qui a participé à une réunion des membres de l'Union européenne, tout ça malheureusement c'est de la rigolade. Je pense que effectivement le processus de sortie de l'Union européenne il est lancé. La Grande-Bretagne s'est retirée de plus de la moitié des réunions de l'Union européenne. Elle a signé un accord de libre-échange avec la Corée du Sud la semaine dernière. Le processus est lancé et Donald Trump est le principal allié de Boris Johnson. Alors je veux bien le multibilatéralisme. En fait, c'est du bilatéralisme comme on n'en connaît plus. Mais vous voyez, et juste Patrick, il y a une chose formidable. Il faut regarder les chevelures. Johnson et Trump sont faits pour s'entendre. Mais est-ce qu'ils ont le même coiffeur à 10 000 euros par mois le coiffeur pour rappeler un vieux souvenir de François Hollande. À propos de fake, on va terminer là-dessus. Il y a eu quand même aussi cette histoire assez incroyable d'Emmanuel Macron qui en début évidemment de sommet a voulu attirer l'attention sur l'Amazonie avec cette photo qui date d'il y a quelques années. Il y a quelques années. Non mais Thierry Guerrier, ça vous choque pas quand même? Non, ça fait partie des... C'est-à-dire que l'Élysée dit qu'elle a puisé dans une réserve d'archives, donc de photographies. Ça se fait dans la presse aussi. Pourquoi pas? C'est pas très fin. C'est pas très fin. Mais je soulignais tout à l'heure l'absence d'efficacité des services de com de l'Élysée qui en font trop ou pas. L'Élysée a un nouveau directeur de la communication, la personne de Joseph Zimmet. Laissons-lui le temps de s'installer. Exactement. Qui est en plus, à mon avis, une très bonne recrue, parce que pour une fois, c'est pas un communicant qui s'occupe de la communication, mais un grand historien qui en plus a pendant presque 10 ans piloté tout le centenaire de la Grande Guerre. Sarkozy l'avait nommé, Hollande l'avait renouvelé, et Macron, j'ai envie de dire, lui offre une consécration en le faisant entrer à l'Élysée. Ça, je trouve ça très bien. Donc, laissons-leur un peu le temps de s'ajuster. Mais c'est vrai, quelle erreur de mettre une photo qui date d'il y a 15 ans. Mais il y a pire. Parler de fake news, Patrick. Il y a quand même une fake news qui a circulé à des millions d'exemplaires sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Et vous avez vu cette photo des incendies avec la dame, une indienne, qui dit on m'a pris mon truc, etc. Tout le monde a dit Amazonie. Pas du tout, c'était à Vitas Gerais, à très loin de l'Amazonie. C'est effectivement au Brésil, mais pas du tout dans l'Amazonie. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on montre ça. Évidemment, c'est la dictature de l'émotion. On dit regardez, ça brûle, mon village brûle, et on voyait une femme en larmes. Ça n'a rien à voir. C'était 6 mois avant à Vitas Gerais. Très attention à ça. Au demeurant, vous l'avez souligné Patrick, un des vrais drames naturels et d'environnementaux de la planète, c'est cette déforestation régulière depuis des décennies en Afrique, pour des raisons notamment d'énergie, où on devrait aider l'Afrique à éviter cette déforestation, et on ne le fait pas. Que l'Amazonie, mais bien sûr. Merci Michel Taube. Donc je rappelle le site d'information Opinion Internationale, évidemment. Thierry Guerrier qui est avec nous chaque lundi, et André Berkoff qui est déjà dans tous ses états alors qu'il ne reprend que lundi prochain. Bon, mais il va peut-être rester ici. Il est pas mal. Il est reposé. On voit qu'il est bien reposé.